monopole de la légitimité armée par l'État est une condition essentielle afin de restaurer la souveraineté du pays et aussi afin de mettre en place des réformes sérieuses. Tant qu'il y a des acteurs armés non étatiques qui contrôlent une partie du pouvoir, une partie du territoire, l'État va rester faible et illégitime aux yeux des bailleurs de fonds arabes et internationaux et aussi incapable d'instaurer une ambiance stable pour mettre en place des réformes, que ce soit économiques ou financières. La communauté internationale et le FMI le déclarent d'une manière qui est très claire. Sans réforme, il n'y a pas de relance. Et sans autorité centrale forte, il n'y a pas de relance. Ça fait en conclusion que la sécurité, la stabilité politique et les réformes vont ainsi de pair. Les pressions économiques restent le levier principal afin d'inciter le Liban à mettre en place des réformes structurelles. Et certainement, le Liban, si jamais il va continuer à ne rien faire, il peut faire face à d'autres types de pressions, notamment à l'isolement diplomatique ou même à des pressions régionales qui peuvent être coordonnées. Mais à mon sens, le fait de parler pression, côté efficacité, ça devrait être équilibré. C'est pour cela que je réclame en tant que Libanais que ces pressions soient aussi appliquées sur les Israéliens afin qu'ils se retirent des 5 points contestés et qu'ils arrêtent leur massacre et leur violation de la souveraineté du Liban. Et cela peut aussi fortifier la position de l'État et réduire les justificatifs sécuritaires du Hezbollah. Mais dans tous les cas, le Liban, il ne peut pas affronter ce dossier tout seul. Il a besoin d'un consensus interne, d'une stratégie nationale et d'un appui international afin qu'on puisse avoir l'espoir de pouvoir changer les équilibres qui sont maintenant en vigueur. L'inscription du Liban sur la liste de l'Union européenne des pays restreints veut dire concrètement que toutes les opérations et les transactions en euros seront surveillées, ralenties et des fois limitées. Ça va compliquer certainement les transactions entre le Liban et la zone européenne et ça peut avoir des impacts sur les investissements, sur la crédibilité du pays. Mais le message derrière, c'est un message qui est très clair. L'Union européenne considère que le Liban n'a pas mis en place les réformes qui sont requises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Et aussi, il faut mentionner que ces mesures prolongent la pression qui est enclenchée par le GAFI. Elle peut avoir aussi des impacts sur l'isolement financier du Liban à terme. Cette mesure prise, c'est une mesure qui est attendue parce que généralement, lorsqu'un pays est inscrit sur la liste grise du GAFI, l'Union européenne, elle suit, elle met le pays sur sa propre liste des juridictions à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Alors, ce n'est pas une mesure isolée contre le Liban, mais plutôt une démarche qui est technique et systématique. Les conséquences concrètes sont relatives au ralentissement des opérations, mais il faut aussi faire attention qu'il faut agir d'une manière très rapide afin d'éviter plus d'isolement qui peut être marquant pour une économie qui souffre comme l'économie du Liban. Il ne s'agit pas seulement de conséquences qui sont techniques ou automatiques. Le pays, il entre dans une période de pression qui sont en rapport avec la politique. Les sanctions financières, généralement, découlent de l'incapacité d'un pays de mettre en place des réformes, par exemple la restructuration bancaire, la lutte contre l'économie du cash. Mais pour le moment, ces mesures paraissent avoir plus des dimensions qui sont politiques. Le but derrière, c'est de pousser le Liban à rompre avec l'immobilisme. Et le message, il est très clair, sans réforme, le pays sera progressivement mis à l'écart du système mondial, que ce soit financier ou économique. Novembre est certainement un test décisif pour le Liban. Et si le pays ne va pas faire rapidement des progrès qui sont vraiment concrets et réels,
il risque certainement d'être classé sur la liste noire et ça peut aggraver la situation politique et même ça peut rendre la sortie de la crise très difficile. Pour être un peu optimiste, on peut dire qu'il y a encore du temps et que le Liban a suffisamment le temps pour mettre en place les réformes qui sont exigées et par suite d'éviter ce classement qui peut nuire aux possibilités de pouvoir sortir de cette crise sans délai. D'une loi de régulation bancaire et aussi d'une loi équitable sur le gap financier, c'est une étape majeure vers la résolution de la crise. Ça va permettre le rétablissement de la gouvernance, la clarification des responsabilités et le fait de mettre fin à l'opacité actuelle. Mais elle est surtout la seule et unique voie pour avancer vers des solutions qui respectent les droits légitimes des déposants. Mais il faut aussi dire que sans cadre clair, sans supervision solide et sans décision politique, il n'y aura pas de confiance durable. On doit faire l'effort de manière à adosser les efforts financiers par une décision politique à aller vers la fin. Attendre jusqu'à l'automne prochain pour finaliser la loi sur le gap financier comporte des risques qui sont très importants, d'autant plus que le brouillon de ce projet de loi n'a pas été encore préparé. Dans un contexte si fragile comme le contexte du Liban, il faut toujours raccourcir les délais et aller vers le côté exécutif des choses, mais aussi il faut prendre en considération le fait que ces décisions émanent certainement de la technique, mais aussi de la politique. Le principe de répartir les pertes selon les capacités de chaque partie paraît être théoriquement réaliste, mais pratiquement ça peut poser beaucoup de problèmes. Moi personnellement j'ai des préoccupations en rapport avec les critères qui sont adoptés mais aussi avec la transparence et le degré d'interférence politique en rapport avec ce sujet. J'ai aussi des préoccupations en rapport avec les déposants qui sont les plus fragilisés et je crains qu'ils soient eux qui porteront le fardeau de cette répartition. C'est pour cela que je réclame que cette répartition aille d'une manière qui est plutôt scientifique, qu'elle se base sur les bilans des banques et qu'elle soit adossée par une décision politique pour qu'elle soit juste. Sinon, elle va rester dans une logique d'évitement et non dans une logique de reconstruction. Dans un contexte actuel, tant que les réformes sont des réformes qui sont manquées, tant que l'économie elle tourne majoritairement en cage, tant que la lutte contre la corruption c'est une lutte qui est quasiment absente, il est illusoire de parler de données économiques précises. L'économie elle fonctionne sans cadre, vraiment sans visibilité et sans règles claires. C'est pour cela que dans des conditions comme telles et dans un contexte comme tel, seuls les gambleurs peuvent se risquer à prédire la croissance de l'année 2025. Ce qui est important pour le moment, c'est de créer des conditions de gouvernance et des conditions de stabilité avant de parler chiffres. Le Liban n'a certainement pas besoin d'un simple exercice comptable ou d'un budget qui est technique. Il lui faut en 2026 un budget qui est réformateur, qui est crédible, qui est ancré sur la théorie et qui s'aligne avec un plan de réforme national. Et c'est pour cela que les priorités sont claires. La justice fiscale d'une part, la réduction du gaspillage d'autre part et le rétablissement de la confiance pour avoir une économie qui respire de nouveau. Le fait de continuer le travail comme ça a été fait et par suite de se contenter de budgets qui sont déconnectés de la réalité économique et qui sont faits dans le cadre de l'ambiguïté et de l'opacité ne fonctionnerait plus au Liban. La loi des finances, il faut qu'elle soit une loi qui constitue un levier de réforme et pas un outil pour la gestion de la crise d'une manière qui est durable.